Sainte-Brigitte-de-Laval est une magnifique ville située en zone montagneuse. Son territoire s'étend sur plus d'une centaine de kilomètres carrés. Son aire urbaine est campée au creux de la vallée de la rivière Montmorency, au nord-est de la ville de Québec. Cette ville située au cœur des montagnes offre à ses habitants une vie au rythme de la nature. La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est une des villes en périphérie de Québec à enregistrer au cours des dernières années la plus forte augmentation de sa population. De plus en plus de familles s'y installent pour la qualité de vie. Est-ce que Sainte-Brigitte-de-Laval sera un toit pour moi? Aujourd'hui, direction Sainte-Brigitte-de-Laval pour découvrir cette ville nichée au cœur des montagnes et bordée par la rivière Montmorency. C'est une ville qui est relativement accessible au centre-ville de Québec. On parle d'environ une trentaine de minutes de route et ça se prend par deux accès bien distincts, soit celui de Lac-Beauport ou de Beauport. D'ailleurs, aujourd'hui, on aura le plaisir de découvrir cette belle région avec l'œil d'un futur acheteur de maison. Et selon mes recherches, les propriétés moyennes du secteur s'élèvent à environ 258 000. Évidemment, c'est des chiffres qui ont été émis avant la pandémie. Alors, il se pourrait qu'il y ait eu une augmentation des coûts au cours des derniers mois. Mais évidemment, je vais me faire confirmer le tout par mon ami P.O. Weir, que je m'en vais d'ailleurs rencontrer aujourd'hui au club de golf alpin. Allô, P.O. Salut, Mégane. Hey, comme je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour découvrir une autre région de la couronne nord de Québec, évidemment avec l'œil d'une future acheteur de maison. Oui, aujourd'hui, on est à Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est un secteur qui est particulier pour moi parce que j'ai commencé ma carrière de courtier immobilier ici. C'est moi qui ai vendu une bonne partie des nouveaux jumeleux dans le secteur, fait que c'est un quartier que je connais super bien. Aujourd'hui, tu m'as donné rendez-vous au club de golf alpin, qui est un des attraits touristiques de la région de Sainte-Brigitte-de-Laval. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi qu'on se rencontre ici pour que tu puisses me présenter la région? Le club de golf alpin, c'est un petit peu le centre de Sainte-Brigitte-de-Laval. Les gens qui ne connaissaient pas Sainte-Brigitte savaient c'était où le golf ici. Donc, c'est un petit peu le cœur du secteur. Mais on est blotti au creux des montagnes. Puis au creux des montagnes, il y a le golf. D'ailleurs, le trou numéro 1 ici, quand on drive notre balle, bien, ça s'en va en montagne. C'est de toute beauté. Mais ici, des activités là, sont tout le temps en lien avec la forêt, la nature et tout. Quand on s'installe ici, est-ce qu'on a droit à plusieurs points de service? Justement des services qui sont à proximité pour qu'on se sente vraiment à la maison? Oui, effectivement, c'est une bonne question. D'ailleurs, c'était une problématique un petit peu parce que si on recule il y a plusieurs années, Sainte-Brigitte, c'était un secteur où c'était des chalets ici. Maintenant, avec le développement urbain, c'est devenu de plus en plus de quartiers pour des jeunes familles, puis les services ont suivi. Il y a une épicerie qui s'est bâtie il y a quelques années maintenant. Il y a des commerces locaux qui ont vu naître le jour ici. Bref, on est servi côté commerce ici dans le secteur depuis quelques années. Donc, il y a des écoles, il y a des CPE, il y a des parcs à pratiquement tous les coins de rue à Sainte-Brigitte. Wow. C'est vraiment le fun pour les familles. C'est une municipalité qui est vraiment ciblée pour les jeunes familles. D'ailleurs, l'âge moyen de la population est 36 ans ici. C'est très jeune. 92 % de la population sont propriétaires. C'est beaucoup des jumelés avec des enfants. Puis également, des personnes un petit peu plus âgées qui viennent se rapprocher de leurs petits-enfants. Qu'est-ce qu'on retrouve comme offre immobilière dans le secteur de Sainte-Brigitte-de-Laval? Dans les dernières années, il y a plusieurs jumelés qui ont été construits. Le jumelé, c'est un petit peu le type de propriété le plus accessible côté prix. Bien entendu, il y a des maisons, mais qui dit maison, les prix sont un petit peu plus élevés. Puis il y a également quelques condos qui se sont bâtis à Sainte-Brigitte. D'ailleurs, on va aller en visiter un tantôt. Mais je dirais que principalement, c'est beaucoup des jumelés qui ont été construits dans les dernières années. Évidemment, avant de te rencontrer ce matin, j'ai fait mes recherches sur le coût moyen des propriétés dans la région, mais les seuls chiffres que j'ai retrouvés remontaient à 2016 et la propriété moyenne ressemblait à 258 000 au niveau du prix moyen. J'imagine que ça a dû augmenter avec la pandémie, surtout l'offre immobilière du marché en ce moment qui est en constante évolution. Oui, effectivement, les prix ont augmenté. Puis, tu sais, des statistiques, c'est toujours sur papier. Ce qu'il faut savoir qu'avant la pandémie, c'était possible de trouver des propriétés avoisinant les 200 000 ici à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce qui était super intéressant pour les premiers acheteurs. On est un peu reculé, hein, on est au nord de Beauport, à l'est de Lac-Beauport. On est blotti dans les montagnes, fait qu'avec la pandémie, ça a été un coup de cœur pour tout le monde. Fait que Sainte-Brigitte-de-Laval, les prix ont vraiment augmenté. C'est un des endroits qui ont le plus augmenté, justement, dans la région. Donc maintenant, je te dirais que c'est plus 250 à 300 000 pour trouver des propriétés. Mais il y a plusieurs types de propriétés. Il y a des maisons, mais il y a beaucoup de jumelés. Si on regarde seulement les jumelés, la moyenne des
prix est un petit peu plus basse. Donc, c'est encore abordable pour les jeunes familles. Péo, tu m'as dit un peu plus tôt qu'on allait visiter aujourd'hui un condo, mais quelles sont les 2 autres propriétés qu'on aura la chance de visiter? On a parlé de jumelés. Alors, je vais te proposer 2 jumelés. Un premier jumelé qui est de type split level, donc un sous-sol et un premier étage, puis un cottage par la suite pour voir les possibilités qui s'offrent à toi. Donc, on s'en va visiter ça? Oui, on y va. Première propriété qu'on visite aujourd'hui à Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est une offre quasi unique dans le secteur. C'est un condo, idéal d'ailleurs pour les premiers acheteurs ou ceux qui désirent un pied à terre loin de la ville. On est dans un super secteur rue du Domaine. Dans le domaine, à Sainte-Brigitte-de-Laval, vue imprenable sur les montagnes. Ça, il faut le mentionner, c'est hyper important. Absolument. On est dans un 5,5. Parle-moi de l'air habitable, finalement, de ce condo-ci. Oui, c'est un domaine de condos qui sont tous similaires. Si on se promène dans la rue, c'est des condos qui ont été bâtis dans les 10 dernières années. Le condo dans lequel on se retrouve en ce moment a été construit en 2017. C'est 1200 pieds carrés approximativement. On a 3 chambres, c'est un 5,5. On a des aires de vie ouvertes ici qui donnent une vue dans le salon sur les montagnes à couper le souffle, comme tu dis. Quand on achète un condo, évidemment, il faut jongler avec le fait qu'on partage l'espace commun avec d'autres copropriétaires. Dis-moi, est-ce que c'est important, avant de faire une offre d'achat sur ce condo-là, de s'informer sur la réserve de fonds disponible pour de futures rénovations? Absolument. C'est une des choses qui est les plus importantes à vérifier quand on fait une offre d'achat sur un condo. Comme tu l'as dit, bien, on vit en copropriété avec d'autres copropriétaires. Le condo, actuellement, c'est 2017. Donc, le fonds de prévoyance, c'est certain qu'il n'est pas super élevé, mais c'est normal parce que c'est tout nouveau. Puis en même temps, bien, c'est rassurant parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas de grosse rénovation à venir. Par contre, quand on fait une offre d'achat, ça fait partie des conditions qu'il faut mettre dans l'offre de vérifier les états financiers, les procès-verbaux des assemblées généraux qu'il y a eu des dernières années pour voir, bien, on s'embarque dans quoi, c'est qui les autres copropriétaires, est-ce qu'il y a eu des petits problèmes récurrents à chaque année avec certains copropriétaires, puis surtout voir c'est quoi le budget, puis qu'est-ce qui est prévu dans le futur pour cette copropriété-là. Quand on achète un condo, en plus de la mise de fonds, de l'hypothèque qu'on doit payer à chaque mois, il y a aussi des frais de copropriété. Pour ce qui est des frais de copropriété dans un immeuble comme celui-ci, ça ressemble à environ combien par mois qu'on doit défrayer? C'est différent d'une copropriété à l'autre. Ici, là, on est aux alentours de 100 à 120 $, mais ça diffère d'un bâtiment à l'autre dans le secteur. Puis ça dépend toujours des services puis qu'il y a dans la copropriété. T'sais, une copropriété avec un ascenseur, stationnement intérieur puis des piscines coûte plus cher en frais d'entretien et frais de copropriété que des copropriétés où il n'y a pas grand-chose comme service. Dans une copropriété comme on est aujourd'hui, on peut s'attendre à payer entre 100 à 150 $, mais c'est pas rare dans les plus grosses copropriétés. Là, la moyenne est pas mal plus, là, autour de 200, 300 et même 400 par mois. J'ai vu qu'il existait des propriétés divises et indivises. Est-ce que tu peux m'expliquer la majeure différence entre les deux? C'est une très bonne question, puis c'est du chinois pour beaucoup de personnes, la différence entre copropriété divise et indivise. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dernières années, les nouvelles copropriétés, c'est 100% les copropriétés divises. Ça veut dire que tu es propriétaire de ta partie privative et d'une quote-part des espaces communs du reste de la copropriété. Les copropriétés indivises, c'est là qu'il faut faire des vérifications, là, souvent quand on achète ça. C'est souvent des vieux bâtiments qui étaient souvent des vieilles maisons qui ont été séparés en condos. C'est ça, transformé en condos indivises. Donc, c'est 3 propriétaires, exemple, qui sont propriétaires d'un bâtiment ensemble, qui ont une hypothèque à une caisse des jardins, par exemple, qui sont liés un petit peu les 3 ensemble. Donc, c'est très différent. Puis souvent, bien, la caisse demande une mise de fonds plus élevée. Mais c'est une super question qu'on va pouvoir parler avec un expert que je te présente aujourd'hui, qui est une notaire, qui est habituée de regarder ça avec les acheteurs. On pourra lui poser plus de questions. Théo, on se trouve présentement, donc, première propriété que tu m'as présentée aujourd'hui, 1200 pieds carrés. C'est un 5,5 situé à Sainte-Brigitte-de-Laval, 175 000. Maintenant que j'ai toutes ces infos-là, je pense que c'est le temps pour nous d'aller faire la visite. Comme deuxième propriété, j'ai la chance de visiter avec Péo un jumelé de style split level sur 2 étages d'environ 1500 pieds carrés.
Bienvenue, Mégane. Merci. On est dans un jumelé, 2 étages. C'est un jumelé coup de cœur, tu le vois, ambiance de chalet. C'est particulier pour moi d'être aujourd'hui ici parce que la bâtisse dans laquelle on est en ce moment, c'était mon bureau des ventes quand j'ai commencé ma carrière de courtier immobilier. C'est moi qui ai dessiné le jumelé ici avec le constructeur et la propriétaire. Fait que de voir le produit fini, décoré, c'est de toute beauté. Théo, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce jumelé qui se veut un split level? Évidemment, on est au rez-de-chaussée présentement, donc on a cuisine, salle de bain, salle à manger et salon. Mais qu'est-ce qu'on retrouve au sous-sol? Au sous-sol, ça dépend d'un jumelé à l'autre. Les propriétaires ont le choix de dessiner comme ils veulent. Ici, ils ont 2 chambres, une salle de bain complète avec une salle familiale. Fait que c'est souvent ça, ce type de modèle de jumelé-là. Généralement, ça dépend de la superficie. Souvent, les jumelés, c'est 20-28, 20-30, 20 par 32. Ici, on est 20 par 32. Ça donne 1250 pieds carrés habitables là, avec le sous-sol. Tantôt, on était dans un condo de 1200 pieds. Bien là, c'est similaire, mais on est vraiment en jumelé. On est en copropriété tantôt. Qui dit jumelé, on a un voisin jumelé à nous. Fait qu'il faut vivre avec ça aussi quand on achète ce type de propriété. Est-ce que le mur mitoyen qui sépare moi et mon voisin est bien insonorisé? Parce que clairement, ça me tente pas de l'entendre quand j'écoute la télé dans mon salon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jumelés, dans le passé, si on recule dans les anciennes années, souvent, le mur mitoyen, c'était soit un mur de bois standard ou du béton qu'il y a eu pendant des années, des blocs de béton. Maintenant, il y a un vide d'air entre les 2 bâtiments. Donc, si on enlève le revêtement complètement, c'est 2 compositions de murs avec un vide d'air, puis l'air vient faire une insonorisation supérieure que dans le passé. Il faut savoir, par contre, que quand c'est collé, il y a les vibrations qui font du bruit. Donc, les jumelés, avec des escaliers sur les murs mitoyens, ça peut arriver quand on monte les marches qu'on entende le voisin, mais dans souvent les modèles, on met les escaliers sur les murs extérieurs. Par contre, c'est pas à l'épreuve de tout. C'est certain que s'il y a un party d'un côté, ça passe par les fenêtres, puis on entend par l'extérieur quand même. Mais c'est rendu super bien. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter au niveau de l'insonorisation. Une des particularités d'un jumelé, c'est qu'il est divisé en 2, évidemment, comme le dit le terme. Il est divisé par un mur mitoyen. Donc oui, vous avez de l'intimité, mais ça se pourrait très bien que vous entendiez votre voisin parce que, veut pas, vous partagez un espace commun. Donc évidemment, il faut s'informer sur qui habite le jumelé avant de potentiellement acheter celui-ci. Théo, on a parlé du mur mitoyen qui sépare les 2 propriétés qui se trouvent dans un jumelé. Mais mis à part ça, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on achète un jumelé? Oui, le mur mitoyen. Puis qui dit mur mitoyen, c'est impossible d'avoir des fenêtres de ce côté-là. Alors, l'élément le plus important, c'est l'ensoleillement. Le soleil, ça fait toujours le même chemin dans une journée. Fait qu'il faut regarder si on est du bon côté du jumelé pour avoir du soleil ou non. Il faut savoir si on a le soleil en arrière ou en façade pour pouvoir en profiter. C'est pas mal l'élément qui est le plus demandé par les gens. On se trouve dans un super beau quartier résidentiel où plusieurs jumelés ont été bâtis au cours des dernières années. Dis-moi, à quel type de clientèle est-ce que ce type d'habitation s'adresse? Ici, là, on est vraiment, c'est le classique premier acheteur. C'est un jumelé qui est pas trop gros parce qu'on est vraiment sur sous-sol, rez-de-chaussée. Puis c'est des prix qui sont super abordables pour des premiers acheteurs. Fait que c'est souvent des gens qui achètent comme première propriété. Puis ensuite, quand on a soit un conjoint, bébé, deuxième bébé, les gens remettent à vendre pour acheter soit un jumelé plus gros ou une maison. L'un des nombreux avantages de choisir un jumelé comme première ou nouvelle propriété, c'est que le coût d'achat est moins élevé qu'une propriété unifamiliale. Ce jumelé a 1200 pieds carrés de surface habitable. En plus des différentes pièces, on trouve 2 salles de bain. Je me suis toujours posé la question, est-ce que le nombre de salles de bain a un impact sur tant l'évaluation municipale que le coût de vente d'une propriété? Oui, absolument. Quand un évaluateur vient pour évaluer une propriété, il demande tout le temps le nombre de salles de bain, le nombre de pièces, le nombre de chambres, les appareils de système de chauffage et tout. Donc, plus il y a de salles de bain, plus ça a un impact sur la valeur de la propriété. Théo, maintenant qu'on a eu la chance de jeter un coup d'œil sur le rez-de-chaussée, je pense que c'est le temps pour nous d'aller visiter la suite. Super. Bien, je te fais visiter. La visite de la deuxième propriété de la journée est terminée et là, c'est le moment pour nous d'aller visiter la dernière. Où est-ce que tu m'emmènes? On va pas très loin, on reste sur la même rue, mais on va voir un jumelé de construction différente qui est aménagé sur 3 étages, un cottage. Let's go, je te suis. Allons-y.
Gros coup de cœur sur la propriété numéro 2. C'est vraiment le must de la journée. J'ai adoré. D'ailleurs, quand j'ai mis le pied à l'intérieur, je me sentais quasiment chez moi. Et que dire de la décoration qui était, ma foi, de très bon goût. Et sérieusement, si vous avez l'intention de vendre votre propriété, ça a un impact significatif d'avoir une décoration intérieure qui est actuelle à l'heure du jour. Dernière propriété de la journée PO, on se trouve à proximité de la dernière qu'on a visitée. C'est un jumelé de style cottage. Combien de pieds carrés de surface habitable est-ce qu'on retrouve ici? Ici, on a un étage de plus, effectivement, que le dernier qu'on a visité. On a 1900 pieds carrés environ sur les 3 étages. Quel type de pièces est-ce qu'on retrouve? Est-ce qu'on a 2 chambres à coucher? Évidemment, il y a salon, cuisine, salle à manger. Mais pour le reste, ça ressemble à quoi? Dans ce type de jumelé-là, quand on rentre au rez-de-chaussée, bien, on a salon, cuisine, salle à manger, puis une salle d'eau, salle de lavage, là, généralement. À l'étage, bien, on a 3 chambres avec salle de bain complète. Il y a certains modèles de jumelés qui décident de mettre 2 grandes chambres à l'étage, mais ici, on a 3 chambres avec salle de bain complète. Puis ensuite, bien, au sous-sol, on peut refaire soit une chambre ou 2 avec salle familiale, puis une 3e salle de bain. Théo, quels seraient les conseils que tu donnerais à de futurs acheteurs qui souhaitent acheter une propriété dans le marché actuel? Il faut être prêt. Puis quand je dis prêt, bien, si on regarde des propriétés, exemple, à 300 000, bien, il faut avoir une lettre de préautorisation bancaire à 300 000. Puis c'est pas nécessairement pour devoir la présenter aux vendeurs parce que les vendeurs le demandent. C'est plus que quand on commence les démarches avec la banque, bien, notre dossier est prêt, nos rapports d'impôts sont présentés à la banque. Donc, quand on va avoir trouvé la propriété et qu'on envoie la promesse d'achat à la banque, bien, c'est beaucoup plus rapide. Puis qui dit rapide, bien, quand on présente une offre d'achat à des vendeurs, bien, il faut mettre des conditions dans l'offre d'achat conditionnel au financement. Donc, si on est capable de mettre un délai de financement très rapide, ça met les vendeurs en confiance que votre dossier est solide. Ces temps-ci, aux nouvelles, on entend beaucoup les gens dire qu'il faut quasiment enlever la condition d'inspection dans l'achat d'une maison. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai dans le marché actuel? Bien, par expérience, c'est un peu une légende urbaine, ce qu'on entend dans les nouvelles. Ça arrive, mais c'est des cas quand même isolés, puis ça peut arriver dans des maisons qui sont super récentes où on sait qu'il n'y aura pas de risque là, au niveau de l'inspection. Ça protège autant le vendeur que l'acheteur, parce qu'on sait tout de suite s'il y a des petits bobos à être corrigés au lieu de les avoir en vis caché par la suite. Justement, PO, dans le marché immobilier, dans ce monde-là, il y a beaucoup d'incompréhension face aux termes, que ce soit vis caché ou encore avec ou sans garantie légale. Je pense que tu es la personne idéale pour nous aiguiller sur ces termes-là. Le mot, un vice caché, c'est quelque chose qui était inconnu à l'acheteur quand il a fait sa promesse d'achat, mais qui était également inconnu du vendeur. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que l'acheteur n'aurait pas offert un prix aussi haut s'il était en connaissance de cause de ce vice-là. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être visible à l'œil nu non plus. Donc, qui ne peut pas être visible par une inspection non plus. Fait que le classique, tu sais, qu'on peut voir, c'est, exemple, on fait des travaux dans un sous-sol, on rouvre un mur, puis il y a une fissure ou il y a une fenêtre qui a été cachée dans le passé, là, derrière un mur. Ça peut être un type de vis caché qu'il y a. Mais maintenant, avec les inspections, on est tellement avancé technologiquement que c'est un petit peu plus rare, des vis cachées, parce que les gens sont avertis, ils font inspecter, puis les inspecteurs sont pas dire meilleurs que les inspecteurs du passé, mais sont plus équipés. Il y a des caméras thermiques maintenant qui existent, qui font en sorte qu'on est capable de voir au travers des murs pratiquement. Fait que c'est facile de voir les vis cachées, mais avec une bonne inspection, on est capable d'avoir un bon portrait de la maison, ce qui élimine beaucoup de problèmes dans le futur puis des risques de vis cachées. Aujourd'hui, PO, on a visité 3 belles propriétés dans le secteur de Sainte-Brigitte-de-Laval, littéralement au cœur des montagnes. C'est le moment d'aller à la dernière étape d'un processus d'achat de maison, soit visiter une notaire, parce que c'est elle qui va finalement conclure la vente avec nous et nous remettre les clés de la propriété. Qu'est-ce qu'on visite aujourd'hui? Jessica Borgia, une notaire de la Couronne-Nord, que je travaille avec elle fréquemment. Passer chez le notaire, c'est vraiment la dernière étape du processus d'achat d'une maison. Lorsqu'on a trouvé la perle rare, qu'on a rempli toutes les conditions, qu'on a fait l'inspection et surtout qu'on a trouvé notre financement, c'est le moment d'aller signer les papiers pour l'obtention de notre future nouvelle propriété et surtout d'obtenir les clés de celle-ci. Maître Borgia, merci énormément de me recevoir aujourd'hui dans vos bureaux.
Ça fait plaisir. Quel est votre rôle en tant que notaire? Le rôle du notaire, bien, en fait, on va recevoir tous les documents de la part du courtier immobilier. On va recevoir les documents de l'institution financière. On va vérifier tout ça. On va faire également toutes les recherches de titres au registre foncier. On va vérifier toutes les taxes ont été payées, tout est correct. Par la suite, on va rencontrer le client, l'acheteur, pour signer son hypothèque et ensuite, on va signer l'acte de vente et c'est là que la transaction sera finalement conclue. Jessica, il faut dire qu'il y a un gros engouement dans le marché immobilier en ce moment. C'est un peu fou, hein? Tout le monde est à la recherche de la propriété de leur rêve et on l'a vu, P.O. et moi, lors de notre visite du secteur de la Couronne-Nord. Dites-moi, à quel moment est-ce qu'il faut prendre rendez-vous une fois qu'on a finalement trouvé la perle rare sur le marché immobilier? Prendre le rendez-vous, je vous dirais... Pas nécessairement le rendez-vous, là, mais déjà donner le mandat à un notaire pour être sûr d'avoir sa place pour la date de prise de possession qui est prévue dans l'offre d'achat. Moi, personnellement, ma façon de fonctionner, puis je pense que c'est la façon de fonctionner de plus en plus de notaires, ça va être d'attendre que le dossier est complet, autant du courtier immobilier que de l'institution financière, et par la suite, on va pouvoir prendre les rendez-vous. Mais le plus tôt possible qu'on peut déjà donner le mandat, c'est très important de pouvoir le faire. Et en tant qu'acheteur, il y a 2 rencontres à faire avec le notaire. Quelles sont ces 2 rencontres-là? Absolument. On a une première rencontre pour la lecture de la signature de l'hypothèque et on a une deuxième rencontre avec les vendeurs pour la signature de l'acte d'achat, l'acte de vente. Lors de la première rencontre, on va regarder le contrat de service professionnel, on va regarder le certificat de localisation, contrat de financement, la garantie hypothécaire de la banque. Et c'est ça, la deuxième rencontre, bien, ça va être pour acheter finalement et recevoir les clés. À quoi sert l'acte hypothécaire en tant que... L'acte hypothécaire, c'est la garantie qu'on va donner à la banque. Autrefois, jadis, on avait la possibilité de faire tout dans la même rencontre, donc on rencontrait le notaire une seule fois. Maintenant, on va signer l'hypothèque, on va publier l'hypothèque au registre foncier et un coup qu'on constate que l'hypothèque est dûment publiée, on a l'autorisation de l'institution financière d'utiliser l'argent pour faire la transaction. Fait que c'est pour ça que maintenant, on doit faire 2 rencontres. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on donne au notaire la mise de fonds de notre maison? La fameuse mise de fonds, effectivement, on en a toujours besoin avant la transaction. Pas la journée même, c'est sûr, quelques jours avant, idéalement, pour pouvoir acheter. C'est le notaire, c'est sûr. Souvent, on va calculer mise de fonds. Il va y avoir aussi les ajustements de taxes municipales et taxes scolaires qu'on va demander également de transférer au notaire pour la transaction. Jessica, vous avez dit que lors de la première rencontre avec le notaire, vous présentez donc aux futurs acheteurs des documents, entre autres le certificat de localisation qui a été fait par un arpenteur géomètre. À quoi sert finalement ce certificat de localisation-là et est-ce que vous l'expliquez aux futurs acheteurs? Oui, on va... Bon, d'abord, on l'obtient évidemment avant la première rencontre. On en fait la lecture. Il faut garder en tête aussi que le notaire a 3 clients. On est toujours impartial. On a l'acheteur, le vendeur, l'institution financière. Donc, on va le lire. On va regarder s'il y a des irrégularités. On va par la suite présenter les irrégularités à l'acheteur, voir c'est quoi les options, de quelle façon on peut régler ça et on va aussi évidemment aviser l'institution financière là, si jamais il y avait des corrections à apporter ou si jamais il y avait des petits problèmes dans le certificat de localisation. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont vérifiées avant et qui sont regardées avec l'acheteur au moment de la première rencontre. À ce moment-là, vous allez aussi présenter les servitudes de passage. Pour beaucoup de personnes, servitude, ça veut absolument rien dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Bon, ça va être un document notarié qui va avoir été publié au registre foncier. C'est souvent perpétuel de toute façon. Ce qu'on voit le plus souvent, je dirais, c'est des servitudes en faveur de Bell Canada Hydro-Québec qu'on voit la plupart du temps dans le fond du terrain. Souvent, dans ces servitudes-là, ben justement, ça va venir dire qu'on ne peut rien installer de permanent, que Hydro ou Bell ont la possibilité de passer dans cette lisière de terrain-là, cette partie de terrain-là, pour faire l'installation, l'entretien de leurs équipements. Évidemment, quand on passe chez le notaire en tant que vendeur et en tant qu'acheteur, il y a des frais à assumer. Dites-moi, quelle partie doit assumer ces frais-là? L'acheteur va assumer les frais de recherche, les frais de rédaction des documents. C'est assez standard. On sait un petit peu qu'est-ce que l'acheteur va assumer. Ce qui est un petit peu plus... ce qu'on est moins au courant, c'est les frais du vendeur, qui aura toujours aussi une partie à assumer. C'est au vendeur d'abord d'offrir une propriété qui est libre de tout problème. Donc, on va aller radier l'hypothèque du vendeur. On va aller aussi vérifier, comme je disais tout à l'heure, s'il y a des problèmes dans le certificat de localisation. Fait que tout ça, bien, ça va se retrouver aux frais du vendeur, effectivement, à vérifier si les taxes sont payées, taxes municipales, taxes scolaires, etc.
Lorsqu'on passe chez le notaire pour signer notre propriété, on peut aussi s'informer finalement des autres services que vous offrez en tant que notaire parce que vous faites non seulement du droit immobilier, mais d'autres types de droits. Absolument. Donc, c'est sûr qu'on va en profiter des fois pour parler testament. Hein, quand on achète une propriété, mais ça peut être intéressant là, de déjà penser à qui est-ce qui va hériter de cette propriété-là si jamais il advenait un décès. C'est des choses aussi qu'on peut parler là, au moment d'abord de la rencontre, de la première rencontre et également de la deuxième rencontre avec le notaire. Merci énormément, Maître Bourgiat, pour votre temps et surtout pour vos conseils. Je pense que ça va nous éclairer sur le métier de notaire, mais aussi sur les conditions à remplir pour acheter notre future propriété. Évidemment, si les gens sont à la recherche de notaire dans le secteur de la Couronne-Nord, ils peuvent vous contacter. Merci énormément, Maître Bourgiat. Merci, c'est gentil. L'offre d'activités hivernales et estivales est assez élevée à Sainte-Brigitte-de-Laval. D'ailleurs, si vous êtes des amateurs de plein air, c'est clair que vous en aurez pour votre argent. D'autant plus si vous vous installez ici avec vos enfants. De nombreuses montagnes disponibles, des sentiers pédestres. Entre autres, il y a un nouveau terrain synthétique qui a été aménagé, des patinoires qui sont disponibles en hiver. Que dire du terrain de golf aussi qui est aménagé dans le secteur. Alors, clairement, vous en aurez pour votre argent niveau activités récréo-touristiques, sans oublier le nouveau centre de glisse disponible et ouvert dès maintenant.